Allô, bonjour Olivier, hésite pas à me dire quand tu m'entends. Ouais, En- Est-ce que tu... super. Hello Olivier. Salut. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va. Ouais. Donc, du coup, je te Bah, présente Adama, qui est responsable de la formation au campus, qui va t'appuyer du coup lors de ce webinaire. Je pense c'est qu'il y a ça. déjà Pierre qui est connecté. Hello Pierre. Tu risques de, je pense, participer à l'organisation en amont de 13 heures. Si t'es pas là, C'est pas grave. c'est pas grave. Donc effectivement, Adama, comme je te disais, il va prendre un peu le rôle de modérateur durant l'événement. Donc prendre les questions, te les poser, potentiellement aussi rebondir sur certaines choses qui pourraient également intéresser les personnes qui sont connectées avec nous aujourd'hui. Pour ce qui est du coup de la présentation de ton support, c'est très simple. Normalement, en bas, tu as une petite barre avec ton micro, ta caméra, et tu as un onglet présentation de l'écran. Ok, je vais tester ça. Mhm. Parfait. Super, on voit tout. Ouais, je vais... Attendez, je vais juste faire un petit changement. Pas de souci. Ça part pas sur le bon écran, ça va pas être pratique. Et Virgile, je vais me connecter là depuis mon Ouais, ordi aussi. ça marche. Ok, super. En tout cas, on voit. Parfait. Bon, merci encore pour ta participation pour ce premier épisode. Ça va être le grand test pour nous tous. Et puis, hâte de voilà, faire un peu le speaker avec toi. Moi, ce que je vais faire, c'est garder un œil sur les questions. Donc, vraiment inviter les participants à, voilà, dès qu'ils ont quelque chose en tête, le mettre sur le chat. Et puis, je vais faire un peu voilà, ce rôle de modérateur. Et puis sinon, voilà, te gêne pas, parle comme t'as envie de parler. Je ferai la transition, je prendrai les questions, et puis à la toute fin, si tu sens que t'as terminé, euh, après tous les échanges, on aura quand même un petit dernier moment de Q&A un peu plus live, je dirais. Et quand on sera bon par rapport à ça, on fera une petite conclusion, et puis ce sera la fin. Parfait.
Bon, on va attendre encore 2-3 minutes. Ouais. Et puis, on va démarrer, Olivier. Je ferai une petite introduction quand même sur voilà le format, un peu l'ambition du format et de la série d'événements qu'on va faire là. Et puis ensuite, je te laisserai la main pour commencer à présenter un peu Evalua, présenter ton expérience, et puis on pourra commencer. Ça marche. Ok, je pense qu'on va démarrer. Donc merci à tous en tout cas d'être là. Merci d'avoir pris du temps sur votre pause déjeuner. Et puis bienvenue à ce premier épisode, je dirais, de ce nouveau format qu'on appelle le Bourbier. Je vais commencer avec peut-être une petite présentation d'abord du campus pour les personnes qui auraient pas ça en tête. Au campus, en fait, on est un organisme voilà de formation qui existe maintenant depuis quelques années, qui est rattaché à Upvisory. Pour les personnes qui connaissent, donc Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée en product management. On est depuis 5 ans, on a développé un certain savoir-faire auprès de nos différents types de clients. On est aujourd'hui plus de 80 PM qui accompagnons chaque jour tout type d'organisation produit. Et mon rôle, donc Adama, responsable du campus, c'est de m'assurer qu'on arrive à rapatrier tout savoir-faire collectif et le réinjecter en fait dans les formations qu'on propose. Donc on a plusieurs types de formations. On accompagne au quotidien plutôt des aspirants product managers, des personnes qui souhaitent intégrer des orgas produits, et puis on leur donne toutes les clés pour pouvoir assurer sur le job. On accompagne également des organisations produits en tant que telles. Et l'idée aujourd'hui,
Et d'ailleurs, l'idée sur cette fin d'année notamment, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner toujours plus loin et de manière un peu différente toutes les personnes qui sont passionnées de produits, qui souhaitent affronter toutes les difficultés un peu communes qu'on rencontre. Nous, on propose pas mal de contenu, c'est vrai, sur notre site, mais aujourd'hui, on s'est dit qu'il était temps de marquer un peu le coup et vraiment capitaliser sur le savoir-faire collectif de la communauté produit. Et Dieu sait qu'elle s'est bien développée ces dernières années. Et en réfléchissant, on s'est dit que la meilleure manière de capitaliser sur un peu tout le savoir-faire de la communauté, c'était à travers l'échec. Parce qu'en réalité, on a tous des expériences diverses sur le product management. On a tous, je dirais, un accès à énormément de ressources. En fait, la difficulté aujourd'hui, elle est peut-être même de s'y retrouver par rapport à ces ressources. Mais ce qui manque toujours, c'est le retour d'expérience, c'est le vécu de différentes personnes qui font du produit. Et donc, on a décidé de créer ce nouveau format, le Bourbier, qui est en fait un format d'événement. Ça va être un rendez-vous hebdomadaire qui va permettre de rencontrer tout type de personnes, de figures de la communauté produit qui vont nous raconter en fait une expérience propre à eux et leur organisation par rapport à un pain point produit qui finalement rejoint, je pense, vous allez vous y retrouver parce qu'en fait on rencontre à peu près tous les mêmes problématiques. Donc c'est voilà des invités qu'on va accueillir. On va essayer de savoir qu'est-ce qu'ils font, quelles étaient leurs ambitions avec le produit, sur quel pain point produit ils ont buté et surtout de quelle manière ils ont réussi à le surmonter. Et on pense que c'est la meilleure manière en fait d'apprendre. Vous allez pouvoir faire le lien assez rapidement avec ce que vous rencontrez au quotidien et ce que d'autres personnes avec du vécu ont trouvé comme solution par rapport à ça. Donc merci beaucoup Olivier d'être le premier à inaugurer ce format. On est super content de t'avoir avec nous. Et pour côté participants, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la section questions. Moi, en fait, je vais faire la passerelle entre tout ce que vous voulez savoir de plus par rapport à ce que Olivier va nous présenter, et j'interagirai directement avec lui pour avoir la réponse. Et puis Olivier, comme tu nous l'as déjà dit. Pas de langue de bois, complètement retour d'expérience totalement transparent. Donc allons-y. Je te propose de te présenter un peu Evalua, qui est une super belle boîte, et montrer un peu ce sur quoi tu travailles, tes enjeux et justement le bourbier que tu as rencontré. Ok, bah, merci Adama et merci à tous d'être connectés. Donc je vais me présenter rapidement pour que vous compreniez un petit peu d'où je viens, qui je suis. J'entends un petit peu d'écho Adama, je sais pas si ça vient de toi, peut-être si tu peux te mettre Alors, sur mute ouais, je vais me mettre en mute. quand tu parles pas. Voilà, parfait. Olivier Durand, effectivement, je travaille chez Evalua aujourd'hui, comme tu l'as dit. Donc j'ai à la base un diplôme d'ingénieur en informatique de l'INSA de Lyon que j'ai obtenu en 2004. J'ai passé à peu près la moitié de ma carrière sur des fonctions produits, product owner, product manager et maintenant head of product chez Evalua. Mais bien sûr, je pense comme beaucoup de product managers, je n'ai pas été toujours product manager, j'ai eu d'autres fonctions. J'étais chef de projet, business analyst, architecte d'entreprise. Bref, j'ai vu pas mal de différentes manières de travailler et différentes manières de voir l'entreprise et ce que construit l'entreprise et ce qu'elle propose à ses clients. J'ai fait à peu près 13 ans dans l'industrie financière, donc j'ai un gros background dans cette industrie-là. Et donc depuis 4 ans chez Evalua, où je travaille en fait dans le domaine des achats, ce qu'on explique les achats. Donc effectivement, je vais expliquer un tout petit peu ce que fait Evalua. Mais donc aujourd'hui, je suis Head of Product sur les modules de gestion de facturation électronique et de gestion de notes de frais et voilà, et d'autres choses qui tournent autour de ça. Donc en fait, là, on parle chez Evalua, on gère une solution achat. Donc c'est du SaaS et c'est du B2B. Voilà, je le dis parce que ça change pas mal de choses. Donc oui, donc je te remercie Adama, je remercie Martin et Anne-Valérie d'avoir pensé à moi pour ce premier webinaire qui s'intitule quand même Le Bourbier. Je me suis dit c'est sympa. C'est vrai que au départ, je me suis dit, bah, moi j'ai jamais vraiment été dans le bourbier, en tout cas professionnellement parlant.
Je veux dire, moi, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai toujours géré les risques, donc finalement, je me suis jamais vraiment retrouvé en difficulté. Moi, je suis le genre de personne qui a eu son bac du premier coup, diplôme d'ingé du premier coup aussi, ma certification product owner du premier coup. Je sais pas s'il y a des gens qui sont certifiés product owner, mais voilà. Globalement, on n'a jamais critiqué trop mon travail. Voilà, toujours, j'ai toujours été un super product manager, bien évidemment, sans faire jamais d'erreur. Alors pourquoi est-ce qu'on a en fait pensé à moi pour parler d'échecs? Bon, je pense que c'est pas particulièrement moi, mais on le sait, voilà, on a tous échoué. Et c'est vrai que c'est intéressant de parler des expériences des uns et des autres, et c'est vraiment concret. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions par rapport à ces expériences que je vais vous présenter. Et puis en fait, voilà, donc j'ai réfléchi un peu, et en parlant avec l'équipe, j'ai pensé à quelque chose qui effectivement a été un échec, heu, ou pas, on va voir. En tout cas, où j'ai rencontré des difficultés, où j'ai pas forcément atteint l'objectif que je voulais, et ça a clairement changé ma manière de voir le product management, et ça impacte encore aujourd'hui ma manière de travailler chez Evalua. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Ça concerne en fait une expérience que j'ai eue avant de rentrer chez Evalua. Mais voilà, avant de vous parler de ça, effectivement, je vais quand même prendre le temps de vous parler un petit peu d'Evalua. Evalua, c'est effectivement une très belle boîte. Vous pourrez vous renseigner un petit peu, mais je vais vous expliquer globalement le positionnement d'Evalua en quelques mots. Donc, comme j'ai dit, c'est une solution de gestion des achats. Donc, nos clients, c'est des grands groupes qui doivent gérer des achats de matières premières, des achats de produits manufacturés, des achats de services. Donc, ça peut être potentiellement toutes les grandes entreprises du CAC 40. Et en fait, quand on parle de solutions achats, c'est ce qu'on appelle aussi le source to pay. Donc, ça couvre la gestion des fournisseurs, le fait de gérer des appels d'offres pour sourcer ce dont on a besoin, la gestion des contrats, la gestion de l'approvisionnement avec la gestion des commandes, des réceptions, et la gestion des factures. Donc, moi, c'est vraiment sur cette verticale-là, ce process-là que je travaille. La gestion des paiements également, et tout ce qui va être analyse des dépenses, qui couvre un petit peu tout ça. Donc c'est chez Evalua, ce produit, en fait, donc qui couvre quand même des process très différents et des personas très différents, se base sur une plateforme qui est transverse, qui est commune, et qui est vraiment la force d'Evalua aujourd'hui. Voilà, qui a été des choix technologiques et d'investissement très, très intelligents, puisque ça nous a permis d'avoir une grande réussite, notamment avec une plateforme qui est extrêmement configurable et qui permet donc de s'adapter vraiment bien aux besoins des gros clients, tout en étant aussi capable de répondre à des besoins plus simples avec des solutions qui incorporent directement, j'ai envie de dire, les bonnes pratiques pour nos clients. Donc ça, voilà, c'est un peu la thématique du produit sur lequel on travaille. Donc Evalua, c'est une société qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Donc c'est une entreprise qui a déjà atteint une certaine taille. On est à un petit peu plus de 600, je crois, aujourd'hui, ou quelque chose comme ça. On est présent partout dans le monde. Ça, c'est un vrai challenge aussi de travailler avec des équipes dispatchées un peu partout, des clients un peu partout. Il y a forcément des problématiques qui sont très différentes. Et donc, on a énormément d'utilisateurs, voilà, tous les jours. Mais je le rappelle, c'est du B2B, donc on a nos clients enfin, les personnes à clients à qui on essaye de vendre notre solution. Et puis après, il y a tous ces utilisateurs derrière, que ce soit des acheteurs, des comptables, et aussi tous les employés, en fait, puisque notre solution permet de gérer les achats aussi, qu'on appelle indirect. Donc n'importe quel employé dans un grand groupe, il va se connecter sur la plateforme de son entreprise. Derrière, ça va être Evalua, il va pouvoir passer des achats. Et bien évidemment, et je le rappelle tout de suite parce que c'est très important et je ne veux pas oublier, on recrute en ce moment un peu partout dans le monde, donc sur des fonctions produits, sur des fonctions tech, mais aussi plein d'autres rôles. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter notre site Evalua Carrière pour voir tout ça. Voilà donc pour Evalua, pour vous expliquer un petit peu le contexte. Donc Adama, n'hésite pas à m'interrompre si jamais. Ouais, bien sûr, hein, je vais t'interrompre, mais je te sens bien lancé. Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, moi, je peux parler pendant des heures, hein, mais je crois que voilà, on n'a pas énormément de temps. Donc je vais vous parler un petit peu de l'expérience dont je voulais bah, faire cette présentation et vous parler un petit peu d'un échec et de comment ça a transformé ma manière de travailler aujourd'hui. Donc je vais pas vous parler d'Evalua pour commencer, je vais vous parler de FireCamp. Alors FireCamp, c'est une société que j'ai créée avec mon frère Thibaut Durand en 2016.
dans le but de tout simplement révolutionner les industries culturelles et créatives. Donc oui, ça n'a rien à voir avec la banque, ça n'a rien à voir avec la gestion des achats. Je vais vous expliquer un petit peu en fait comment est-ce qu'on a développé notre produit, où est-ce qu'on est arrivé et comment tout ça s'est arrêté, à quel moment ça s'est arrêté et ce que j'ai pu en tirer peut-être comme leçon, comme apprentissage, comme expérience. Donc en fait, FireCamp, Excuse-moi, Olivier, ouais, mais plutôt ici une problématique pour des personnes en début de produit. À quelle phase tu te situes là par rapport à... exactement. Donc là, je vais expliquer un petit peu l'histoire du produit Ouais. pour bien situer. Mais donc effectivement, on est sur une startup qui se crée avec une idée, une problématique. Et effectivement, voilà, on est sur une phase de lancement de produit où on a une toute petite équipe, on est capable d'aller très très vite, on est capable d'être hyper réactif. On a tout en main voilà, pour faire les choses. On peut pas dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre si ça n'a pas été fait. Donc voilà, donc on est dans un contexte d'une startup qui démarre avec une toute petite équipe, peu de moyens mais beaucoup d'idées, et qui essaye de développer un produit. Voilà. Donc ce produit, enfin la problématique effectivement, c'était comment écrire et développer efficacement des histoires, donc de films, de séries, de romans, tout en s'assurant de rencontrer son public. Donc là en plus, voilà, on n'est pas sur enfin, c'est à la fois une plateforme B2B, mais aussi un petit peu B2C, dans le sens où, en tout cas, on s'adresse à des individus qui sont les auteurs, qui souvent sont des indépendants et qui travaillent voilà, un peu seuls, entre guillemets, pas dans une grosse structure ou une grosse entreprise. Ok. Donc ça, c'est une société qu'on a créée en 2016. Alors, je vais vous montrer un petit peu le produit. Donc voilà, j'ai envie de dire en quelques mois, on a réussi à développer une plateforme. Ça a été vraiment, vraiment très vite. Aujourd'hui, les technologies qui existent, les frameworks qui existent font qu'on peut développer très, très vite. Surtout quand on est petit et qu'on démarre et qu'on parle de zéro. Donc voilà, moi comme j'aime le produit, j'avais envie de vous montrer un petit peu le produit pour que vous puissiez aussi peut-être vous situer un petit peu, voir de quoi on parle effectivement. Donc là, on parle d'une plateforme qui permet de créer des histoires et d'écrire des histoires. Donc pour écrire une histoire, il ne s'agit pas simplement de prendre un stylo et d'écrire. Il faut réfléchir un petit peu, structurer. Il y a beaucoup d'analyses à faire. Et puis après, il faut essayer de partager cette histoire pour essayer éventuellement de trouver des sociétés de production qui vont nous aider à développer le projet. Par exemple, si c'est un film, voilà, ça peut être assez compliqué. Donc voilà, donc le sujet de cette plateforme, c'est ça. C'est des auteurs qui viennent sur la plateforme et qui essaient d'écrire une histoire avec un outil qui était assez disruptif par rapport à sa concurrence parce que très visuel, très collaboratif et voilà, très à la fois, il y a une certaine complexité parce que voilà, encore une fois, structurer une histoire, ça demande il y a une technicité quand même, une expertise à avoir, mais un outil qui se voulait relativement simple et très visuel. Et À à la ce stade, Olivier, petite question, désolé de t'interrompre. non, C'est intéressant, vous êtes en tout début de projet, vous partez d'un concept fort. Moi, j'ai une question déjà par rapport au produit qu'on voit là. Est-ce que vous avez opté pour éventuellement une solution un peu dégradée, type no-code? Enfin, dégradée d'ailleurs, non, justement. Une solution en tout cas plus facilement déployable, type no-code, le temps de valider quelques hypothèses utilisateurs, tester un peu l'appétence, ou vous êtes allé sur du code dur, comme tu dis, mais vous l'avez fait vite. sur du code dur, on va dire, si on peut Enfin, appeler ça oui. comme ça. Et on est allé très vite, donc principalement c'est du JavaScript derrière, full JavaScript. Et après on a utilisé des frameworks qui existent et des infrastructures qui existaient pour pouvoir le déployer très vite et pour pouvoir le tester très très vite. Et aujourd'hui, bon, tu parles du no-code, ça peut être un très bon moyen de prototyper, de tester des idées. Et d'ailleurs, pour les product managers qui n'ont pas forcément d'expertise techniques de développement, je pense que c'est des sujets qui sont intéressants de regarder, le no-code, pour prototyper et pouvoir tester des idées assez rapidement, surtout quand on est petit et qu'on n'a pas forcément beaucoup de budget. Mais non, là, en l'occurrence, on avait les compétences et les capacités de tout développer. Donc, on a tout développé. C'était une application qui est passée en production et qui a voilà, pu tourner parce elle était déjà dans des technos cibles, en fait. Donc voilà, donc c'était de l'écriture de scénario, c'était l'organisation du travail, de tout ce qu'il y a à faire quand on écrit une histoire. Et donc on a passé en prod et avant de passer en prod, on a aussi testé nos idées
parfois de tester une idée, c'est aussi simple que de faire appel à une communauté, par exemple sur Twitter, de montrer une petite vidéo de ce qu'on a fait. Et alors là, on était hyper fiers. On a eu le co-créateur, c'était assez rapide, hein, ça c'était même en 2016. On a le co-créateur de la série Lost qui nous a envoyé un petit Hey, looks cool. Alors là, on était complètement fous, on était aux anges. Mais c'est vrai que des fois, voilà, obtenir du feedback très tôt, c'est aussi simple que ça. Et on a tous un biais un petit peu positif. On a tendance à, enfin, voilà, un commentaire positif comme ça, il vaut au moins 1000 commentaires négatifs sur ce qu'on a fait. Voilà, faut savoir parfois lutter contre ça, mais il faut aussi accepter le fait et trouver cette énergie parfois sur des petits feedbacks positifs qui font vraiment plaisir. Donc en fait, on a développé ça assez vite. On s'est retrouvé avec 1000 utilisateurs qui sont inscrits sur notre plateforme. Donc mon frère, cofondateur, a été interviewé sur la radio du Festival de Cannes pour expliquer comment une plateforme comme celle-ci pouvait un peu transformer cette industrie avec voilà, comme on disait beaucoup à l'époque et qu'on continue encore un peu à dire, la digitalisation ou l'ubérisation, avec une plateforme qui permet de mettre en relation des gens, etc. Donc ça, encore une fois, on était hyper fiers. Et puis c'était 2017, c'est le moment où vraiment Netflix explose. Il y a plein de plateformes avec du contenu original, des contenus originaux de séries ou de films qui se créent. Donc voilà, de plus en plus une offre de contenu qui explose aussi, donc un besoin qui explose. Donc ça, c'est un peu là où est-ce qu'on est arrivé assez vite. Et pourtant, et c'est là que ça pique un peu, 0 utilisateur payant, pas de chiffre d'affaires, la plateforme s'arrête. Donc c'est là où voilà, on commence à sentir qu'on est un peu dans le bourbier. On a investi beaucoup de temps, d'énergie, d'argent dans un projet et on se rend compte que finalement on n'arrive pas à passer l'étape supérieure. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir vous dire vraiment ah bah en fait on a réussi à trouver une solution et en fait on a réussi à passer outre ce cap-là. Non, on n'a pas réussi. Je suis pas sûr de savoir aujourd'hui même si je devais le refaire, ce qu'il a manqué précisément. Alors est-ce que c'était un échec? Heu, Déjà, bon, voilà, là on est sur la thématique du bourbier, de réfléchir aux échecs, comment on a appris de ces échecs. Souvent on dit: «Ouais, les échecs c'est trop super, on apprend plein de choses». Moi j'ai envie de vous dire non, les échecs c'est terrible, c'est Moi, j'ai peut-être une question à ce stade, avant ouais. peut-être de savoir si c'est un échec ou pas. Comment est-ce que tu diagnostiquerais, je dirais, ces métriques-là? 0 utilisateur payant, 0 chiffre d'affaires, donc éventuellement, tu vois, c'est peut-être au niveau de l'activation, au niveau de la proposition de valeur, comment vous l'avez identifié? Eh ben, c'est très difficile en fait, de savoir parce que malheureusement il n'y a pas qu'une seule, raison. Donc je vais parler un petit peu des raisons qui sont pas vraiment liées au produit, à la gestion de produit et puis après, justement, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai pu apprendre et comment je mets en pratique aujourd'hui différemment la gestion de produit. Hem, mais il y a des raisons, enfin, c'est une problématique d'entrepreneuriat en fait. Le succès, du produit, c'est pas que le produit en lui-même. Donc je pense qu'on a fait des erreurs sur le produit en lui-même, donc j'en reparlerai aussi, mais voilà, il y a le fait que, mon frère, c'est un auteur, réalisateur, donc c'est un créatif. Il connaissait le métier, il connaissait l'industrie, mais voilà, c'est un créatif, c'est un inventeur, c'est aussi quelqu'un qui est capable de développer, donc il avait des compétences, techniques aussi, voilà, parce qu'il a un profil un peu atypique, on va dire. Moi, je savais déjà faire de la gestion de produits, j'avais déjà, géré aussi des gros projets, j'avais des notions de qu'est-ce qu'un business model, comment est-ce qu'on construit tout ça. Mais clairement, il nous a manqué, des choses, autour du marketing. Donc là, je vois qu'il y a un commentaire dans le chat. Est-ce que le marché, n'était pas prêt? Bah, le marché, il faut le trouver. Le marché, il faut qu'il trouve le produit. On parle souvent, du product market fit, mais concrètement, voilà, peut-être qu'avec, un meilleur marketing, peut-être avec plus de product marketing, on parle beaucoup de product marketing, donc moi c'est pas ma spécialité, c'est pas mon rôle, le product marketing, mais je peux vous dire que chez Evalua, on a des product marketing managers excellents, et que, c'est, beaucoup plus facile, quand on a des gens comme ça. Donc quand on est entrepreneur et qu'on lance une toute petite structure, il faut qu'on trouve ces compétences-là ou qu'on les acquiert, rapidement. Peut-être qu'il nous Ouais, nous manque quelque chose décrire par un rapport à ça. Tu pourrais nous décrire un peu le rôle de. C'est vrai que c'est un poste qui fait de plus en plus parler. On en voit de plus en plus. Nous décrire un peu le rôle de product marketing manager à la différence du marketing traditionnel tel qu'on l'entend.
Et Ouais, aussi Evalua, d'ailleurs, comment ça s'imbrique. ouais, bah, en fait, j'ai envie de dire, c'est assez simple, tout est dans le nom. Le product marketing manager, il travaille sur le marketing du produit en général. Le marketing, va être potentiellement, plus, orienté, organisé selon, les marchés cibles qu'on cherche à atteindre. Donc va, voilà, beaucoup plus, regarder les marchés cibles, qu'on veut atteindre. Et donc, bon, je ne veux pas parler non plus de manière complètement générale, hein, j'ai pas la science infuse, mais je peux vous dire un petit peu comment ça se passe chez Evalua. Le product marketing, il va, beaucoup aider, sur les questions de faire connaître le produit et les capacités du produit. Aider à comprendre quelles sont les attentes du marché globalement, par rapport à cette niche de produit. Travailler avec, les analystes qui sont spécialisés sur ce segment de produits. Donc nous, par exemple, chez Evalua, on est reconnu leader par, heu, Gartner, Forrester, et puis d'autres analystes un peu de niche. Donc voilà, tout ça, c'est un travail qu'il faut faire, qui demande à marketer le produit, donc à trouver le bon message qui va faire écho, et être capable, voilà, de faire connaître les capacités du produit, que les gens sachent, que ce produit existe et répond bien aux attentes du marché. Donc voilà, donc il faut à la fois connaître le marché, mais pas au sens, les cibles marketing, même si bien sûr, il faut quand même en avoir une idée. Mais voilà, quelles sont les attentes? Donc, Heu, sur une solution achat, et bien, voilà, quelles sont les attentes? Quelles sont les tendances de ce marché sur une solution achat? Voilà, et donc c'est un travail qui prend du temps et qui demande des compétences quand même, spécifiques. Ouais. Voilà. Effectivement, merci pour la description et c'est vrai que c'est un rôle. Moi, je le vois surtout monter depuis 1, 2 ans. En fait, tout ce volet un peu identification des bonnes cibles. Enfin, en fait, ouais, l'atteinte du PMF, c'est peut-être difficile parfois pour un PM de vraiment porter toute l'attention là-dessus parce qu'on est sur du delivery. Il faut aussi faire sa discovery, identifier ses utilisateurs. Toutes les problématiques de marché, c'est un peu plus complexe souvent. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus ce rôle. Donc, je voulais rebondir là-dessus parce Mmh. que voilà, c'est quelque chose qui est assez dans la tendance. Cela Ouais. dit, je te laisse continuer sur. Non, mais donc effectivement, et voilà, donc il y a ce côté entrepreneur qui fait que parfois on n'a pas forcément, toutes les compétences qu'il faut, et donc on essaie de combler, mais il y a des endroits où on est moins fort. Après, voilà, je pense que, donc si on revient sur qu'est-ce qui fait que ce produit, n'a pas marché, moi j'en tire, quand même, des leçons ou des apprentissages. Et justement, donc je voudrais vous parler, un petit peu de ça. Alors avant de commencer, je propose un petit jeu si les gens sont pas encore, tous, endormis par la digestion. C'est d'essayer de deviner qui a dit. Voilà, donc vous pouvez répondre dans le chat peut-être. Alors c'est assez facile. Heu, je donnerai peut-être un indice si jamais, tout le monde ne trouve pas. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant. Ah, facile. Je vais pas C'est répondre, mais facile. facile. Voilà, je le vois déjà dans le chat, bien sûr. Bien sûr, vous avez trouvé, j'ai même pas besoin de donner d'indice. J'avais préparé un indice, c'était un philosophe contemporain, mais voilà, je vois que tout le monde a trouvé. Donc effectivement, c'est Jean-Claude Van Damme. Donc je vais en parler. Je pense que c'est important, le fait d'être à l'écoute. Alors, à l'écoute, de quoi? Comment? Bon, ça, faut pas trop compter sur Jean-Claude Van Damme pour l'expliciter. Voilà la suite de la citation. Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent, les pauvres. Ils savent pas, il faut réveiller les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur travail, qui font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont au contact, tout ça. Tu as un rhume, et tu fais toujours sniff, faut que tu te mouches, tu veux un mouchoir? Oui, donc la citation complète est un petit peu, confuse, mais moi j'en ai tiré quand même, quelque chose. Voilà, en tout cas, Jean-Claude Van Damme, il était aware, il pense que ça fait partie de sa réussite. Jean-Claude Van Damme, faut le traduire, faut comprendre. Donc si on oublie la partie du rhume, qui en fait un peu rien à voir parce qu'il parlait à quelqu'un qui était à côté, et voilà, on peut vraiment en tirer, quelque chose. Et pour moi, c'est quelque chose qui a un petit peu manqué dans notre projet, FireCamp, le fait de rester à l'écoute, donc à l'écoute de soi, à l'écoute des autres. Donc là, je suis pas dans la technique dure de product management, hein, mais c'est quand même, voilà, un peu, ce que j'ai retenu moi. D'abord, il y a écouter son intuition.
L'intuition, c'est hyper important. L'intuition, en fait, c'est une forme d'intelligence. On parle d'intelligence intuitive, le fait de se connaître soi-même, mais de savoir aussi comprendre les autres, leurs réactions. Moi, je suis ingénieur à la base, et le product management, je l'ai vu quasiment comme une science à appliquer. On est très orienté analytique, rationnel, à émettre des hypothèses, tester des hypothèses, regarder les impacts sur les indicateurs. Mais voilà, il faut garder cette intelligence intuitive. Pour moi, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tous naturellement, mais qu'on peut développer. Il y a des outils, ça vient avec l'expérience aussi, mais il y a aussi des choses qu'on peut apprendre pour développer ça. Super intéressant parce que effectivement, je confirme, la plupart du temps, au contraire, on veut s'éloigner de l'intuition. On veut absolument remettre dans la main des utilisateurs les grandes décisions, c'est-à-dire on teste et on voit. Et moi, je répète ça à longueur de journée et pareil, même dans la pratique, en fait, on essaie de structurer encore de plus en plus cette approche. Donc, intéressant d'avoir le contre-pied là, en tout cas dans une démarche à minima entrepreneuriale, que tu dises, bah tiens, parfois l'intuition, c'est pas mal. Donc, intéressant Ouais, à voir. Ouais. c'est très important, mais pas que dans le cadre voilà, d'une petite entreprise qui se crée et où parfois on n'a pas trop le choix parce qu'au début on fait des hypothèses. Finalement, ces premières hypothèses, c'est basé sur une intuition. Mais même dans une grande entreprise comme Evalua, il y a toujours une part d'intuition. Mais c'est une forme, en fait, il faut bien comprendre, c'est une forme d'intelligence, c'est-à-dire que c'est notre cerveau qui est capable de capter plein de bruits, plein d'informations de manière quasi inconsciente, et on va en tirer quelque chose. Donc il faut pas penser que voilà, c'est mal d'avoir une intuition. Après, il faut confirmer des choses, il faut quand même toujours garder une rationalité, mais voilà. Mais c'est quand même important, et on a un peu trop tendance, alors surtout peut-être dans le B2C, mais aussi un peu dans le B2B, voilà, de développer quelque chose, de le mettre en production le plus rapidement possible. Maintenant, on a des frameworks qui permettent de faire des mises en production quotidiennes, enfin voilà, et de vouloir regarder l'impact sur les analytics en temps réel, de regarder, oui, j'ai fait ça, mais en fait, il y a tellement de corrélations dans tout ce qu'on regarde en termes d'indicateurs, et même si on est très bon, voilà, sur ces sujets-là, il y a toujours des choses de toute façon qu'on ne pourra pas expliquer, voilà, et je vais en reparler après parce que c'est mon deuxième point que je pensais très important. Il faut aussi parfois savoir attendre de voir l'impact, et l'impact, il n'est pas forcément toujours immédiat. Donc l'intuition, c'est hyper important. Après, toujours aussi les échanges avec l'utilisateur. Donc ça, c'est je pense une erreur qu'on a fait, c'est très dommage, par rapport à FireCamp, c'est qu'on avait 1000 personnes qui avaient fait l'effort de s'inscrire sur la plateforme. Donc qui étaient intéressés par le produit et a priori qui avaient compris ce qu'on faisait et qui pensaient que ça répondait à leurs besoins. Donc après, bien sûr, on n'avait pas 1000 utilisateurs actifs sur la plateforme, sinon voilà, on n'en serait sûrement pas là aujourd'hui. Mais voilà, on avait une base, on avait des gens qu'on pouvait contacter, avec qui on pouvait travailler. Je pense qu'on est trop resté sur 2 biais peut-être assez classiques, c'est qu'on pensait savoir. Donc mon frère est auteur-réalisateur, donc voilà, il a écrit des scénarios, il connaît l'industrie, il sait comment ça marche. Donc on pensait savoir, et on pensait que regarder des analytics, quelque part, ça suffisait à comprendre ce que voulaient les gens ou ce qu'ils ne voulaient pas. Mais non, il y a la part du qualitatif est très importante. Faire des entretiens avec des utilisateurs, ça n'a pas de prix. Voilà, s'il faut commencer par quelque chose et qu'il faut investir par quelque chose, c'est ça en fait. C'est ça. Et ma question, c'est est-ce que, d'ailleurs, est-ce que avant même de vous lancer dans le projet, vous aviez laissé un petit temps comme ça de discovery, ne serait-ce que pour valider un concept, valider des hypothèses un peu critiques comme ça, les fonctionnalités clés, voilà, pour construire en fait, avant même la construction de la plateforme, construire un peu et concevoir avec eux ce à quoi elle ressemblera. Ouais, bien sûr. Bah, donc c'est vrai que mon frère étant déjà dans ce domaine-là, il avait déjà des contacts, donc bien sûr, il y a eu des échanges avec des gens, voir si les gens pouvaient être intéressés, voir si les gens comprenaient. On a fait une étude de la concurrence, on a regardé ce que les concurrents faisaient. Comme toute bonne startup, on a fait un superbe pitch deck pour aller parler à des business angels et des potentiels investisseurs en early stage. Donc voilà, on a eu une démarche très structurée, on a fait un business plan, on a réfléchi,
On a regardé la taille du marché, qu'est-ce qu'on pourrait prendre sur ce marché-là. Effectivement, les fonctions de nos concurrents, comment nous on se positionnait, comment on allait ne pas répondre à certaines fonctions parce qu'on pensait qu'on ne ferait jamais mieux que ceux qui étaient déjà présents, etc. Donc on a fait ce travail-là, mais après, pour moi, et ça c'est très vrai maintenant, enfin c'est quelque chose que vraiment j'essaie de mettre en œuvre aujourd'hui chez Evalua et voilà dans mon rôle produit, on remplacera jamais le fait d'avoir un utilisateur qui a en production dans les mains le produit et qui l'utilise pour de vrai. C'est-à-dire que encore une fois, on peut être le meilleur sur le discovery, on peut faire des prototypes hyper avancés avec des données vraiment de prod qui ressemblent vraiment à la prod. C'est jamais la même chose. Et dans le B2B, c'est très compliqué parce qu'en fait, voilà, nous, on travaille dans un écosystème qui est complexe, c'est-à-dire que notre application qu'on vend en mode SaaS, elle est implémentée dans le cadre de projets qui prennent beaucoup de temps par des partenaires d'intégration, parfois par plusieurs partenaires. Chez le client, donc on parle de gros clients, donc il y a des organisations projets qui se mettent en place avec des directeurs de programme, des chefs de projet, des business analysts, tout ce que vous voulez. Et donc à un moment donné, pour parler aux vrais utilisateurs, c'est très difficile. Et, mais il faut faire cet effort-là et c'est le plus important, parler aux vrais utilisateurs. Et quand on fait ça, c'est là qu'on apprend. Donc aujourd'hui, moi je le répète sans arrêt, à moi-même d'abord et à mon équipe, parce qu'on a beau le savoir, c'est vrai que comme je dis toujours, on a beau savoir que le McDo c'est pas très bon pour la santé, voilà, on y va tous et plus que ce qu'il faudrait souvent. Mais voilà, donc là, je sais qu'il faut aller par l'utilisateur, mais c'est difficile, ça demande de l'énergie, donc il faut se le rappeler. Je le rappelle aussi à mon équipe en permanence. Donc ça, voilà, pour moi c'est clé. Il y a l'intuition. Pour moi, je l'ai mis en premier parce que c'est quand même très important. Et il y a parler à l'utilisateur. Et quand on a la chance d'avoir des utilisateurs en prod, c'est une mine d'or. Il faut en profiter. Voilà. Après, le troisième petit point sur le fait d'être aware, pour expliciter un peu ce que voulait dire Jean-Claude Van Damme, parce que je crois qu'à un moment donné, il voulait parler de la stratégie qu'il a eue dans sa carrière et voilà le fait qu'il a pu choisir certains films. Faudra lui demander. Ouais. Mais voilà, garder en tête sa stratégie. Donc ça, c'est très important. J'ai parlé dans le cadre d'une startup du pitch deck, par exemple. On définit beaucoup de choses, on réfléchit beaucoup, on met beaucoup de choses dedans. Et puis à un moment donné, on part dans l'exécution, on développe des choses, on met en prod, on prend des feedbacks, et puis il faut faire de la com, faire du marketing, et puis tout ce qu'un entrepreneur peut faire à côté. Mais même en fait, quand on est product manager dans une entreprise qui est un peu plus stable, on va dire, un peu plus construite, un peu plus structurée, la stratégie, il faut toujours s'y ramener. Vraiment très très régulièrement. C'est peut-être pas tous les jours, mais ça dépend du contexte. Il faut toujours s'y ramener. C'est un repère. Si on s'en écarte, il faut savoir pourquoi. Il y a peut-être une bonne raison. Dans ce cas, il faut revoir sa stratégie. Mais la plupart du temps, la stratégie, elle reste valable. En fait, c'est pas quelque chose qui change en permanence. Chez Evalua, comment vous réintégrez la stratégie de manière fréquente au sein des équipes produits pour éviter justement qu'elle s'éloigne? Bah, en fait, alors après, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais juste pour citer quelque chose, je pense que d'abord, c'est le fait de connaître quelle est la stratégie de l'entreprise. Et parfois, on a l'impression de ne pas connaître la stratégie de l'entreprise. En fait, c'est pas qu'on la connaît pas, c'est juste qu'elle n'a pas évolué. La stratégie, elle est très stable, donc elle n'est pas forcément, comment dirais-je, répétée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Elle est assez stable. La stratégie d'Evalua, voilà, elle est mise à jour régulièrement, mais globalement, elle est assez stable. Les fondamentaux sont les mêmes. Donc derrière, voilà, je pense que c'est, enfin, clairement, un des rôles du product manager, c'est de faire ce lien entre la stratégie et l'exécution. Donc la stratégie de l'entreprise, la stratégie du produit, s'il y a une stratégie produit ou voilà, et l'exécution. Donc ça, je pense, que c'est un rôle clé du product manager de lui faire ce lien et de la rappeler aux gens, de redire pourquoi on fait les choses. Après, chez Evalua, on a mis en place le framework qu'on appelle OKR, donc Objectives and Key Results. Grosso modo, c'est une manière de décrire quels sont les objectifs principaux de l'entreprise et ensuite des équipes. Et donc, une fois que ces objectifs sont partagés, chaque équipe sait comment elle contribue à l'objectif un peu, on va dire, au-dessus, et on définit des key results qui sont la manière de savoir si on a atteint ces objectifs. On fait ça sur un rythme de trimestre. Donc, c'est des choses qui sont relativement stables, mais qui donnent du focus sur 3 mois.
Voilà, donc il y a Nicolas dans le chat qui posait des questions sur comment Ouais, j'allais participer à y la vision venir, et mais lier tout le monde. il a la Donc réponse. les OKR, c'est un outil. Alors après, moi, je suis pas un très grand fan des méthodes toutes faites, surtout quand elles viennent de groupes qui ont pas forcément le même ADN que nous ou que vous, enfin que l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc il faut voilà, il faut adapter, il faut mettre les bonnes choses et comprendre pourquoi on fait les choses. Mais clairement, l'entreprise, elle a un objectif et l'objectif, c'est pas simplement faire de l'argent. Hein. C'est jamais aussi simple que ça. Donc elle a des objectifs. Ces objectifs, ils évoluent. Et après, voilà, il faut que chaque équipe ait un objectif et comprenne comment son objectif vient contribuer à cet objectif plus global. Et ensuite de comprendre comment est-ce qu'on mesure ça et comment on le suit, etc. Et voilà, donc typiquement, ça c'est une première force de rappel, mais je pense que c'est pas suffisant. C'est vraiment, pour moi, c'est un travail quasiment opérationnel en fait. Et encore une fois, le product manager, voilà, il a un rôle important. Parfois dans l'exécution, en prenant justement des feedbacks clients, en regardant de très près une chose, on oublie pourquoi on fait tout ça et où est-ce qu'on veut aller. Et donc c'est voilà, c'est très important de se rappeler de ça. Super. Donc ça, la stratégie, c'est un sujet. J'ai travaillé dans des grandes banques françaises en plus, dans des rôles d'architecture d'entreprise, où la question de la stratégie et comment aligner la stratégie de l'entreprise avec les systèmes d'information, les métiers, etc. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement complexe et d'extrêmement organisé, structuré, avec voilà beaucoup de choses. Mais voilà, d'abord, il faut que cette stratégie, elle soit écrite. Elle n'est pas obligée de s'appeler stratégie. Souvent, en fait, la stratégie, elle est décrite, mais c'est pas un slide avec marqué stratégie 2 points. Mais il y a plein de choses dans l'entreprise qui montrent ces stratégies. Donc, faut le comprendre. Si elle n'est pas écrite, eh ben, moi, ça m'est arrivé des fois d'essayer de l'écrire et d'aller voir le PDG et de lui dire, voilà, est-ce que j'ai compris? Est-ce que c'est ça? Et souvent, il me disait non, t'as pas compris. Bon, bah, dans ce cas-là, rediscutons-en. Et voilà, on peut rediscuter, on essaie de comprendre. Et une fois voilà, qu'il y a des choses qui sont écrites ou qu'on a capté ce qu'il fallait, bah, il faut s'assurer au quotidien quasiment qu'on est aligné. Ok. Voilà. Et après, donc mon autre point, et ça relie un petit peu la stratégie et quelque chose qui, je pense, nous a manqué sur le projet qu'on avait pour Firecamp, c'est la patience. Donc là, je vais un peu à l'encontre peut-être de cette hyper immédiateté du monde des startups aujourd'hui, où on voudrait que tout aille très très vite. Voilà, on n'arrête pas de dire fail fast. Voilà, il faut que ça aille vite. Alors on échoue certes, mais très vite. Et puis on pivote et on apprend et on avance. Comme je disais, voilà, on est là, on a des outils maintenant pour les analytics hyper puissants. On peut voir en temps réel ce qui se passe. Voilà, c'est génial, enfin, c'est intéressant. Il faut comprendre que tout ça, c'est des indicateurs. Ça remonte des informations de choses. Mais voilà, en fait, il y a des impacts qu'on voit pas forcément immédiatement. Il y a des impacts qui, des fois, sont pas corrélés précisément au moment où on sort une feature ou au moment où on la met en prod. Donc, c'est très vrai chez Evalua, où on est encore une fois sur un produit qui est très complexe, sur des changements pour nos clients qui sont très complexes à mettre en œuvre. Donc, on parle de la digitalisation de process qui sont voilà, très complexes et très critiques pour l'entreprise. Donc, parfois, entre le moment où on va sortir un nouveau produit, le moment où il va être vendu et le moment où il va être implémenté et en production pour des premiers utilisateurs, il peut se passer 2 ans, parfois. Parce que les cycles de vente sont très longs et les cycles de déploiement, de mise en œuvre du changement chez nos clients sont très longs. Donc, heureusement, on a de la chance. On a aussi des plus petits clients qui vont plus vite. On a aussi une approche très modulaire sur notre solution qui fait qu'on est capable aussi de démarrer certains projets en seulement quelques jours ou quelques semaines entre le moment où c'est vendu et le moment où c'est mis en place. Mais voilà, ça n'empêche que parfois, quand on lance vraiment un nouveau module, un nouveau sujet, ça peut mettre beaucoup de temps. Donc il faut être patient. Et même dans le cadre d'une petite startup, le changement prend du temps. Même si la startup en elle-même, elle est très rapide. Voilà, le produit qu'on propose peut mettre du temps à être accepté. Le changement de manière de travailler peut prendre du temps. Donc voilà, c'est pas parce que nous on est très agile, très rapide que notre marché l'est aussi. Donc typiquement, donc nous
Ouais, Adama, tu as une question? Non, j'allais dire, c'est intéressant, ça rejoint un peu l'intuition. Je me dis, dans des situations, en fait, tu verrais, par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais à un product manager qui, pendant, je sais pas moi, 6 mois, travaille sur un produit, il a quelques utilisateurs actifs, mais aucun, voilà, non, quelques inscrits, mais comme tu l'as dit avec ton produit plus tôt, il n'y a pas encore la phase de monétisation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence à pivoter, vraiment se poser des questions, se dire oula, faut que je revienne à la proposition de valeur, faut que je revienne, je ne sais quoi, ou est-ce qu'on se dit restons confiants, avançons et continuons sur le chemin. Tu vois, c'est un peu l'équilibre à trouver quoi. Bah, en fait, oui, et c'est ça, c'est un équilibre et il n'y a pas de solution unique. En fait, ça dépend vraiment du contexte. Il y a des moments où on peut plus attendre. Donc, et c'est là où c'est difficile en fait. Quand on est dans une entreprise qui a déjà une certaine stabilité, on peut se permettre d'investir plus d'argent et d'attendre un peu plus longtemps pour avoir un retour sur investissement. Quand on est dans une toute petite structure, on ne peut pas forcément se le permettre. Donc il faut quand même identifier quand on s'est vraiment trompé et quand ça marche pas. Donc il y a toujours cette approche rationnelle et tout dépend ce qu'on a fait en fait. Si on a fait un changement, je vais prendre un exemple très basique, très simple. On a fait un changement dans une landing page et effectivement on veut voir si ce changement il marche ou il marche pas. Ça c'est quand même quelque chose d'immédiat. Il y a pas besoin d'attendre pendant des semaines ou des mois. Voilà. Donc il faut comprendre quel est le changement ou quelle est la chose qu'on essaye de valider. Si on crée une toute nouvelle offre, un tout nouveau produit, je vais prendre un exemple extrême, mais le tourisme spatial, voilà, c'est une nouvelle offre, c'est un tout nouveau produit. On sait que voilà, c'est quelque chose qui va s'étaler sur des dizaines d'années avant d'être capable de dire si c'est un succès ou pas. Et voilà. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite, mais oui, on ne peut pas attendre éternellement. Il y a un moment où il faut savoir admettre qu'on s'est trompé. Euh, Moi, ce que je regrette, par exemple, sur Firecamp, c'est que voilà, on aurait pu être un petit peu plus, comment dirais-je, tenace, parce qu'il y avait quand même des indicateurs qui montraient qu'on allait dans la bonne direction et qu'on n'a pas su transformer. À un moment donné, si ça marche pas du tout, qu'on a que des feedbacks négatifs, et voilà, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Donc pour moi, c'est ça l'expérience aussi. Et là, malheureusement, au bout d'un moment, il y a des choses que, et c'est un peu, je pense, ce que tu disais au départ sur l'échec, le fait d'apprendre et de parler des vraies expériences. Il y a ce qu'on peut apprendre dans le cadre d'une formation, il y a ce qu'on peut apprendre dans un bouquin, et puis il y a l'expérience. L'expérience, c'est un truc, voilà. Donc moi, de mon côté, chez Evalua, aujourd'hui, voilà, j'ai travaillé sur des projets qui étaient très transformants pour le produit qu'on proposait sur la gestion de facturation électronique. Voilà, on est passé d'un état il y a 2 ans, on va dire, à un état où on est aujourd'hui, voilà, le produit est très différent de ce qu'il était. Et je commence à voir aujourd'hui des choses qui ont été initiées il y a 2 ans. Donc il y a forcément des moments où on a des doutes, où on se dit peut-être qu'on n'est pas dans la bonne direction. Voilà, donc moi aujourd'hui j'ai la chance d'être dans un groupe qui a les moyens d'innover, qui a les moyens d'investir. Donc on sait prendre des risques quand même. Mais parfois quand je sais pas en fait, bah, je me raccroche aussi au top management, au CEO. David Quadri, c'est la personne, c'est le CEO aujourd'hui d'Evalua, c'est lui qui a créé ce produit-là. Il a toujours eu une vision, il a toujours eu une intuition en fait. Et donc à un moment donné, voilà, des fois quand on sait plus, on dit ok, voilà, est-ce que tu penses qu'on va dans la bonne direction? Et par exemple, je peux vous dire sur le produit sur lequel je travaille aujourd'hui, on a à certains moments des moments de doute, on se dit c'est pas possible, on s'est planté, on n'est pas dans la bonne direction. Et puis tout d'un coup, bam, on gagne le client qu'il fallait gagner grâce à ce qu'on a produit, ou alors on a le retour de l'analyste qui dit bravo, c'est exceptionnel, et vous êtes leader dans votre domaine. Enfin voilà, et donc il y a des moments où forcément on se rend compte qu'on allait dans la bonne direction, et voilà, et là on gagne un peu, comment dirais-je, en assurance, en confiance en soi. Et cette histoire d'intuition, c'est aussi une question de confiance en soi. Donc le product management, encore une fois, je dis pas qu'il faut pas être rationnel et qu'il faut pas connaître tous ces outils et pas avoir un esprit analytique, c'est primordial, c'est la base. Une fois qu'on a ça, il faut aussi savoir développer cette expérience, cette intuition, cette confiance en soi. Le product manager, ça peut pas être quelqu'un qui ne sait pas.
Un product manager, il prend des décisions, des dizaines et des dizaines de décisions tous les jours. Donc il peut pas être tout le temps dans le doute et tout le temps dans l'attente d'une confirmation par un moyen très très sûr. La plupart du temps, on ne sait pas, on fait des hypothèses, donc on teste. Et parfois, on teste peu, ou le seul moyen de tester, c'est vraiment d'essayer d'aller mettre le produit face à nos clients, de voir s'ils l'achètent ou de voir s'ils l'utilisent. Et ça, voilà, c'est l'expérience. Pour moi, c'est l'expérience. Super. Et voilà, et ça, c'est ce que je disais. Globalement, savoir attendre, être patient et construire le succès sur le long terme. Donc, je dis pas que c'est pas impossible de créer une entreprise qui marche ou un produit qui marche en 6 mois. C'est possible, on a plein d'exemples. C'est pas impossible de devenir une licorne en 3 ans. Il y a plein d'exemples, mais je voudrais aussi dire que c'est pas le seul moyen en fait d'y arriver. Et moi, j'avais avec mon frère aussi, je pense, quand on a créé ce projet FireCamp, on avait une espèce d'urgence. On avait envie que ça marche, on a envie que ça marche vite. Voilà l'idéologie entre guillemets startup de la réussite fulgurante. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. On pensait que ça devait passer par là, mais non, ça passe pas forcément par là en fait. Il y a plein d'exemples. Donc je vais reparler un tout petit peu d'Ivalua, de son histoire. Ivalua aujourd'hui, c'est une licorne, mais une licorne qui ressemble pas tout à fait à une licorne. Donc c'est une entreprise qui a quand même été créée il y a 20 ans. Voilà, ça a mis du temps en fait à devenir ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est passé par plein d'étapes. Et le produit a évolué énormément pendant ce temps-là. Il y a des choses qui ont été mises en place dès le départ et qui sont toujours valables aujourd'hui et qui font partie de notre ADN. Et voilà. Et puis sur la route, il y a eu plein de choses qui n'ont pas marché ou qui n'ont pas marché tout de suite. Et ça a pris du temps. Voilà. Et il y a plein d'exemples comme ça en fait. En France, on peut parler de VP, ex-vente privée, qui a mis aussi du temps avant de devenir une licorne. Il y a une autre entreprise aussi qui a quelques similarités avec Ivalua d'ailleurs, c'est Kiriba, qui a aussi été fondée très longtemps et qui a mis beaucoup de temps avant de devenir une licorne. Voilà, mais c'est un modèle qui existe et qui est possible au niveau d'une entreprise. Et donc en tant que product manager, en fonction de votre contexte, voilà, tout le monde ne travaille pas dans une startup où il y a une toute petite équipe et où tout va extrêmement vite. Ça peut aller moins vite et c'est pas forcément grave, c'est pas forcément un problème. Mais effectivement, avec l'expérience, il faut savoir si quand ça va trop lentement, est-ce que c'est parce qu'on s'est complètement planté et voilà, il faut arrêter là parce que là, on est en train de cracher tout son argent, toute sa famille, ou alors si on est juste dans une entreprise, on est en train de faire couler le produit ou de partir dans la mauvaise direction, d'épuiser les gens parce qu'en fait, quand on, par exemple, quand on travaille avec les équipes de développement, c'est vrai que si on prend des mauvais choix en termes de produits, on peut démotiver toute une équipe en fait. Donc voilà, donc il faut pas mal d'expérience pour savoir jauger ça. Et moi personnellement, c'est ça que je retiendrai, c'est que j'ai appris qu'effectivement il faut être ouvert vers soi-même et vers les autres. On le sait, parler à ses clients c'est très important, mais c'est pas la seule chose. Et être patient. Il y a des choses qui prennent du temps et qu'on ne peut pas réduire, même si on est le meilleur, même si on est le plus intelligent, même si on a les meilleures techniques et la meilleure théorie. Voilà, il y a des choses qui prennent du temps et il faut savoir l'apprécier aussi. Ok. Donc, je pose une question. Faut savoir l'expliquer aussi, potentiellement dans certaines situations à son management. Est-ce que tu as des recommandations? Alors, j'ai des recommandations. Je ne sais pas si je suis le meilleur exemple là-dessus. Oui, bien sûr, il faut. Alors, pour être honnête, c'est difficile parfois parce que donc quand on est dans une entreprise où il y a déjà une structure, etc. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont un avis et qui influencent la stratégie, l'exécution, voilà, plein de choses dans l'entreprise. Il faut arriver à les convaincre. Donc en fait, quand nous, on est certain qu'on va dans la bonne direction, qu'on a cette conviction et qu'on pense avoir fait ce qu'il fallait pour valider les hypothèses qu'on a prises, etc., mais qu'on sait que ça va prendre du temps, il faut arriver à convaincre les gens. Donc voilà, c'est tous les outils qu'on peut avoir pour convaincre les gens. Parfois, il y a des gens qu'on ne pourra pas convaincre parce qu'ils sont contre l'approche qu'on a eue et ils pensent qu'il fallait faire autrement. Ceux-là, il vaut mieux ne pas essayer de les convaincre, c'est une perte d'énergie. Mais parfois, il y a des gens qui ne savent pas exactement parce qu'ils n'ont pas vu tout ce que nous, on a vu sur le terrain.
qui n'ont pas forcément eu toutes les remontées. Donc surtout quand on prend parfois des décisions un peu par intuition, c'est important d'être quand même capable d'expliquer pourquoi on a pris ces décisions et où est-ce qu'on va pour convaincre les gens. Donc je pense que voilà, ça c'est important. Et il faut expliquer tout ce qu'on a capté des clients, des utilisateurs, du marché, voilà, de toutes les discussions qu'on a pu avoir. Et après, voilà, ensuite, il faut aussi accepter que parfois on a tort. Et voilà, donc parfois on se trompe, et donc là, il faut aussi savoir être comment dirais-je, voilà, flexible. Et même s'il faut qu'on ait des convictions, voilà, à un moment donné, en tant que product manager, ou même head of product, ou peu importe le niveau hiérarchique que vous pouvez avoir, il y aura toujours quelqu'un au-dessus de vous, sauf si vous êtes le CEO et que vous avez monté votre boîte. Donc là, effectivement, voilà. Et souvent, ces gens ont raison, voilà, parce ils peuvent le prouver, ils ont monté une entreprise qui marche, ils ont pris de bons choix, donc faut savoir écouter aussi. Mais oui, ça prend du temps, et des fois, sur le chemin, il y a des moments où on est le plus mauvais des product managers parce que voilà, ça marche pas, voilà, et tout d'un coup, on devient le meilleur des product managers parce que finalement le travail qu'on a fait paye, les décisions qu'on a prises payent, et ça vient aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est une question d'expérience, je pense, de savoir gérer tout ça. Ok. Je te laisse continuer sur la présentation. Eh bien, parfaitement. Ah, bah, Donc je termine cette présentation sur un merci à tous. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle, ou si toi, Adama, tu as... ouais, je pense que là, on est vers la fin. Donc, merci encore, Olivier, pour tout le retour. On retient surtout Jean-Claude Van Damme de cet événement. Non, je plaisante. Mais merci pour tous les retours. C'était super intéressant. On peut se laisser quelques minutes pour prendre des dernières questions éventuellement, s'il en reste. Et donc, bon, c'est pas grave, on attend encore quelques questions ou non. Et sinon, Olivier, encore une fois, merci. Voilà, c'est exactement ce qu'on a voulu construire en fait avec le. Ah, on pourrait débattre des heures sur le quand arrête-t-on. Ouais, bah, effectivement. Ouais, Quand arrête-t-on À quel point on se fie à ses intuitions. C'était intéressant en fait la place de l'intuition dans tout ton en fait, la confiance en soi, finalement, en tant que product manager, dans tout ce que tu es en train de nous dire là, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à retenir. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de construire avec le Bourbier, avoir des personnalités, et des parcours différents, pour que, on espère, tous les participants puissent voilà, s'en inspirer, peut-être se rappeler de toi le jour où ils douteront un peu devant leur backlog, où ils douteront un peu devant leur dashboard. Voilà, ils se rappelleront de toutes tes anecdotes et de Jean-Claude Van Damme. Donc garder voilà. en tête Jean-Claude, ouais. Souvent, ça aide. Il y a eu beaucoup de très bonnes paroles. Bon, merci beaucoup. Et pour les participants, merci pour votre participation aujourd'hui. Vous pouvez retrouver en fait tous les contenus qu'on propose pour vous accompagner sur campus.pm. On a également d'autres témoignages similaires pour ceux qui le souhaitent sur notre plateforme destination des organisations de produits, donc Campus Nest. Vous pouvez aussi regarder sur le site. À ce propos d'ailleurs, c'est un produit qu'on a lancé il y a maintenant quelques mois. On est toujours à la recherche de personnes qui voudraient travailler avec nous pour nous faire quelques retours sur le contenu, nous donner un peu de leur retour sur ce qu'ils aimeraient voir sur la plateforme. Nous, on prend tous les avis, donc faites-nous signe si vous êtes intéressés. De toute manière, on vous enverra pardon, un mail pour clôturer un peu cet événement, vous fournir toutes les infos. Olivier, on n'oublie pas, Evalua recrute. Donc, Exactement. à savoir aux participants également. Ouais. Allez voir sur notre site internet, et n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn pour ceux qui seraient intéressés, ou même si vous avez juste des questions et envie de partager sur les sujets dont on a parlé. N'hésitez pas. Super. Je pense qu'on peut clôturer cette première session du Bourbier. Merci encore Olivier, merci à tous les participants et je vous dis au prochain rendez-vous au prochain événement qu'on communiquera sous peu. Merci, au revoir. Au revoir.